Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le grenier des savoirs. Et pour rappel, l'université, depuis ses origines, répond à une double demande sociale, c'est-à-dire faire progresser la connaissance par la production des savoirs critiques et réflexifs. Également, produire des savoirs utiles pour la société. L'université est donc appelée à jouer un rôle dans les processus sociaux, économiques, culturels et politiques. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable Moussa Zangaou. Bonjour. Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, chers collègues. Chers collègues, vous êtes sociologue et vos recherches et enseignements portent sur la sociologie. Pouvez-vous nous décrire votre parcours? Merci, monsieur le directeur. Mon parcours en tant que... j'hésite souvent de me dire sociologue, de me comparer ou en tout cas de considérer que je suis sociologue, mais nous allons pour la clarification, pour la compréhension et tenter de répondre à la question en acceptant ce qu'on n'a pas l'habitude d'accepter. Mon parcours, ou quelques éléments de mon parcours, il faut dire, du berger, du fond, de ce qui aujourd'hui fait la une des journaux, la zone des 3 frontières. Je suis aujourd'hui à l'université. C'est extraordinaire parce que tout au long de mon parcours, je ne savais pas où j'allais. Du primaire au collège, à partir d'un certain moment, la seule ambition, c'est de ne pas être dernier de ma promotion. Je me bats juste à être parmi les meilleurs, mais pas pour devenir quelque chose par la suite, parce que je ne savais pas ce qui m'attend. Du collège, du lycée, une vie de lycée un peu mouvementée, parce que, comme je disais souvent, quand on n'est pas suffisamment conscient de ce qui nous attend et de ce qu'on doit faire, on ne fait pas très attention. J'étais donc renvoyé très tôt en classe de seconde, suite aux événements des années 1982. Et de 82, il y a eu quelques parents que j'ai découvert par la suite parce qu'ils sont de la zone, qui découvrent que cet enfant-là, apparemment le seul de son milieu, qui est allé jusqu'au lycée, est-ce que c'est normal de les laisser retourner? C'est comme ça que, par solidarité, j'ai été aidé à reprendre le chemin de l'école pour une année, pour être ensuite renvoyé. Toujours pour les mêmes raisons. Ah, les gens ont dit que maintenant, on l'a aidé, il n'a pas cessé les raisons pour lesquelles il a été renvoyé à un moment donné. Donc, il faut le laisser se débrouiller. C'est comme ça que je me suis débrouillé à préparer le bac en tant qu'auditeur libre. De la série D, je m'étais orienté vers la série facile, la série A. Et là, j'ai réussi le bac. Et puis, j'étais parti comme ça au hasard aussi à l'université parce que je ne savais même pas qu'est-ce qu'il faut faire à l'université. Je me suis retrouvé au département de sociologie. Là-bas, l'université, la critique est beaucoup plus autorisée. La vie syndicale reprend. Et puis, d'année en année, j'ai fini quand même par avoir la licence et puis la maîtrise. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en plus. Je suis toujours dans ces questionnements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais il faut continuer à étudier. C'est comme ça que j'ai postulé pour une bourse de 3e cycle. Et je m'étais retrouvé à Nancy, en France. J'ai fait le 2A, que j'ai réussi à moins de pratiquement de 5 mois. C'est extraordinaire comme performance. Je ne m'attendais pas. Alors, et ça, avec
les résultats du DA, on me dit tu peux t'inscrire dans n'importe quelle université de France de ton choix. Parce qu'il y avait effectivement une très bonne mention. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Nanterre, à l'université Paris 10 Nanterre, qui est quand même une des universités dans le domaine des sciences sociales en France la plus fréquentée. Avec tous les problèmes de bourse ou autres, j'ai pu quand même soutenir le 26 novembre 1996 la thèse de doctorat nouveau régime. Et puis comme je ne sais pas où aller, j'ai atterri au pays. Et puis à travers les contacts, je me dis mais le département de sociologie, on n'a pas tellement d'enseignants. Tu peux postuler, c'est comme ça que j'ai postulé. Je me suis retrouvé comme enseignant au département de sociologie en janvier 1997. Et 3 ans plus tard, je deviens le chef du département en 2000. Oui, c'est ça, 1997, plus 3 ans, ça fait 2000. Je m'étais retrouvé chef du département de sociologie que j'ai dirigé pendant une année. Après, j'ai dit non. Vraiment, ça demande, il y a trop de tracasseries administratives, on perd beaucoup de temps, mais on va quand même aider, même si on finit les mandats et qu'on n'accepte pas de renouveler, puisque j'ai refusé de renouveler les mandats. C'est là que mes réflexions ont commencé plutôt à m'orienter vers d'autres pistes. La question sécuritaire, les questions de discrimination sociale, parce que j'ai trouvé dans notre programme du département de sociologie, cette thématique était complètement absente. J'ai dit comment on va former des sociologues qui ne savent pas ce que c'est la question du genre, parce que là, c'était vraiment mon terrain de recherche. Mais les autres éléments de réflexion, c'est sur les questions de discrimination et les questions de sécurité dans l'espace saharo-sahélien. J'étais un peu ambitieux. Comment embrasser cet espace assez vaste, assez compliqué, même si quand on ne connaît pas la dimension de quelque chose, on peut toujours sous-estimer sa complexité. C'est comme ça que, bon, finalement, quelques temps après, je me suis retrouvé également à l'Assemblée nationale, le sociologue, vous voyez, de l'Assemblée nationale. Et après, j'ai dit non, je vais beaucoup plus me concentrer sur la recherche. Est-ce que je ne vais pas plutôt demander à être du côté de l'URSS, qui est un institut beaucoup plus concentré, orienté sur les questions de recherche. C'est comme ça que j'ai demandé à venir là, monsieur le directeur. Et je ne sais pas si tout au long de ce parcours, mon domaine principal de formation, qui est la sociologie de l'anthropologie, si réellement ça a permis de conduire à tout ce parcours. Mais moi, je dis toujours, même si je ne crois pas au hasard, ce hasard a joué beaucoup plus dans les différentes étapes que j'ai franchies dans ma vie. Merci beaucoup. Donc, hasard, mais tout de même un parcours prestigieux. Et ce que vous avez été sous l'encadrement, sous la direction, votre thèse de Edmond, et donc un grand spécialiste des sociétés sahariennes. Ouais. Donc, c'est. Alors, donc, si vous voulez parler de Edmond Bernice, de cette. Oui, Edmond Bernice, pour le Nigérien, c'est un chercheur d'une grande valeur, parce que le début de la recherche après les indépendances, c'est quand même cette équipe de chercheurs comme lui qui ont sillonné notre espace, qui ont interrogé nos communautés,
qui ont accompagné un certain nombre de jeunes étudiants, chercheurs, qui ont travaillé sur notre espace. Et sur ce point-là, Edmond Bernus, comme d'ailleurs son épouse, qui fut décédée dans un accident de circulation, comme mon épouse en 2013, tout récemment, qui est sociologue, Suzanne Bernus, ethnologue, qui a travaillé sur le Niger, sur le Mali. C'était, en tout cas, il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été rendus à cette dame grâce à sa volonté, à son engagement de comprendre et de faire comprendre les problèmes de l'Afrique sahélo-saharienne. Son mari, Edmond Bernus, le directeur de recherche émérite de l'IRD, anciennement Orstom, on parlait d'Orstom avant, maintenant c'est IRD. C'était quand même un des grands chercheurs de sociétés pastorales, de sociétés nomades, de sociétés africaines. Donc, nous lui rendons un hommage mérité, et il nous a encadrés. Et vraiment, il a montré sa disponibilité tout au long de notre collaboration. Et là, c'est vrai qu'il ne vit plus, mais je pense assez souvent à lui en termes de reconnaissance. Et merci. Vous êtes impliqué dans beaucoup de programmes de recherche et vos travaux de recherche portent sur les violences, comme vous venez de le dire, et les conflits armés. Et également aussi sur des questions liées au genre et sur la problématique de hiérarchisation sociale. Donc, pourquoi, je voudrais savoir, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ces thématiques? Oui. Ma petite curiosité interroge toujours la fréquence de ce qui existe. Quand j'ai cherché un thème pour mon DA, j'ai travaillé, j'ai fait un très bon mémoire. Il faut que je le publie parce qu'on continue toujours à parler de lui, sur la consommation de bois de chauffe. Et la méthodologie, l'enseignant qui m'a encadré à l'université de Lomé, qui est actuellement en retraite, Kéké, il a l'habitude de dire à ceux qui nous ont succédé, écoutez, prenez les mémoires de tels. Pour la méthodologie, c'est très intéressant. Ça me parvenait. Donc, mais c'était mon mémoire de maîtrise. Mais après, quand j'ai décidé de continuer, il faudrait avoir un projet de thème. J'ai fouillé pratiquement tous les mémoires, toutes les thèses qui sont enregistrées à la faculté des lettres, à la bibliothèque de la faculté des lettres. Je suis venu ici à l'IRCH, j'ai procédé de la même manière. Au Centre culturel franco-nigérien, j'ai procédé de la même manière parce que l'originalité d'une recherche, c'est très important pour moi. Alors, c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de travaux sur les femmes. Interrogation, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de mémoire sur les femmes? Pourquoi il n'y a pas de tests sur les femmes? Et pourtant, une société sans femmes ne pourrait pas exister. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là qui m'a orienté sur la thématique genre. Je disais que j'avais fait un très bon mémoire aussi de DA sur l'évolution de la condition de la femme. J'ai pris un truc beaucoup plus orienté sur les sociétés anciennes. Et après, c'était vraiment une ouverture pour les thèmes de la recherche doctorale.
J'ai travaillé donc sur la place de la femme dans les sociétés agro-pastorales. J'ai utilisé un terme qui, à l'époque, je ne savais même pas son contenu. Je disais dans les Liptako gourmands. Et en disant dans les Liptako gourmands, je sais qu'il y a une partie du Burkina, une partie du Mali, une partie du Niger. C'est assez ambitieux. Pour un étudiant qui à l'époque, il n'y avait pas de bourse. Vous avez la bourse sur papier, mais peut-être un mois qui tombe tous les 5 mois, tous les 7 mois. Vous voyez dans quelles conditions certains ont travaillé. Alors, j'étais très motivé à savoir plus. J'étais dans le nord du Burkina Faso. C'était ma première expérience aussi sur les questions de sécurité. Parce que quand, en octobre 1993, j'ai découvert un certain nombre de Nigériens victimes. Le terme injustice, c'est peut-être ça, mais j'aurais bien voulu employer un autre terme. Parce qu'ils sont victimes du vol armé en poursuivant leurs animaux, arrivés soit à Marcoui ou à Gorom, qui sont des villes secondaires du nord Burkina Faso. Et par coïncidence, j'étais arrivé à Gorom. Bon, les Burkinabés, généralement, disent Gorom. Ils simplifient. Je découvre des Nigériens qui ont été victimes. Leurs animaux sont là. Et on les prend, on les prive de leur liberté. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu trouves ton voleur, tu trouves tes animaux, au lieu de prendre le voleur et te remettre tes animaux, c'est toi qui es privé de sa liberté. J'avais un peu la fibre syndicale, parce que j'étais également le SG de l'association des étudiants et stagiaires nigériens en France, le rôle que je jouais aussi à l'université de Lomé, ici à Niamey, quand j'étais à l'université. Je vous disais déjà dans le parcours, j'ai été renvoyé 2 fois au niveau du lycée. Alors, finalement, j'ai osé poser une situation qui est tout à fait délicate parce que c'est des rapports d'État à État qu'il faut poser ces problèmes. La petite parenthèse, ce qui m'a marqué le plus et qui continue à me marquer, c'était les propos que le chef de la brigade de la gendarmerie de Gorom a tenus pour me dire, mais vous savez, ces problèmes-là, je peux les résoudre à moins d'1 heure de temps. Je peux prendre tous ces voleurs et il me précise qu'ils sont au nombre de 10. Effectivement, après mes investigations, ils sont au nombre de 10 et ils sont tous nigériens. Comme détail peut-être non important, ils sont encore de chez moi. Quand je dis chez moi, c'est l'ancien arrondissement de Terra pour la plupart du poste administratif de Baïkilari. Et qui étaient tous, autre précision importante, anciens prisonniers, parce que c'était des fugitifs sous le temps de Kounché. Mais après, ils volent ils volent du côté du Niger et puis les butins est vendu du côté du Burkina avec la complicité de l'administration. Le même problème qu'on a observé après du côté de la frontière malienne. On reviendra donc sur des questions de sécurité. Mais je dirais tout simplement, en tout cas par rapport à la question du genre, c'était le point de départ de mes travaux de recherche. Et je suis là-dessus. Là-dessus, parce que quand j'étais chef du département, j'ai découvert que des étudiants qui finissent leur maîtrise et qui ne peuvent pas te parler déjà en cours de département de sociologie, ils disent mais c'est impardonnable ça. C'est comme ça que j'ai créé le premier module intitulé Genre et développement au département de sociologie. Maintenant, qui s'est diversifié
avec plusieurs masters où la question est enseignée de manière vraiment plurielle avec les différentes composantes de la question genre. Maintenant, la question sécurité, j'ai commencé déjà à introduire, mais je crois qu'on va revenir là-dessus. Et la question de discrimination sociale. Sur le terrain, vous découvrez la réalité. Déjà, je découvre que dans le traitement du banditisme, il y a de la discrimination. Et lorsque vous faites un travail sur la question du genre, mais la première discrimination importante que vous découvrez, c'est la position, le regard, la lecture de la femme par la société. Et pour l'essentiel, pratiquement toutes nos sociétés discriminent les femmes. Il faut aller au-delà de cette discrimination sociale pour regarder au niveau même du fonctionnement des structures sociales. Est-ce que tout le monde est traité de la même manière? Non. Je découvre que dans une société, quand vous regardez les registres du fonctionnement de la société, vous avez en haut ceux qui peuvent, ce qu'on appelle généralement la strate supérieure, le noble, et puis vous regardez au milieu, vous avez des groupes intermédiaires, et encore plus en bas, vous avez ceux qui sont de conditions serviles, de statuts serviles, ou terre à terre, ce qu'on appelle des esclaves. Est-ce qu'au XXIe siècle, l'esclavage existe-t-il encore dans les sociétés? Bien sûr, quand on va aborder la question, je répondrai par l'affirmative. Je crois que vaut mieux ne pas laisser les questions. Merci, chers collègues. Oui, c'est justement par rapport à vos travaux. Et en ce qui concerne les questions sécuritaires, on sait que vous êtes parmi les grands spécialistes de cette question au Niger et au Sahel. Alors, et en regardant vos travaux, j'ai vu que déjà en 2000, vous avez écrit un texte sur ces questions-là, notamment les questions liées à la territorialité et insécurité dans le Liptako Gourma, de 90 à 2000. Et également un papier qui traite le phénomène de la problématique des violences armées dans l'espace nigérien. Alors donc, par rapport à cette question sécuritaire, bon, vos travaux, en regardant vos travaux, on peut dire que c'est des études prospectives, parce que vous avez déjà décrit, vous avez travaillé, les résultats de ces recherches montrent en tout cas ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'était en 2000 et aujourd'hui, les questions de vol de bétail, les questions de violence armée, tout ça, c'est une situation que nous vivons aujourd'hui et par rapport à cette région. Alors, donc, pourquoi les dispositions n'ont pas été prises par rapport à tout ce que vous avez prédit, vous avez dit dans vos travaux? Merci. C'est vrai. On ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu de l'évolution de l'insécurité dans notre espace. C'est vrai, de manière banale, en prenant ce que j'ai observé et dénoncé déjà dans les années 1993 en tant qu'étudiant, mais la situation ne faisait que malheureusement se développer d'année en année. Du côté du Burkina Faso, après un certain temps, surtout autour des années 1999-2000, il y a eu un recul de l'insécurité dans cette zone qui est beaucoup plus axé en réalité par ce qu'on peut appeler du banditisme alimentaire, alimenté par des voleurs qui prennent des animaux pour les vendre. Ils font la fête pendant un certain nombre de semaines, des mois. Quand ça finit, ils reviennent. Ou ce qu'il y a
encore, surtout du côté de la Surba, Banagaray, pour ceux qui connaissent bien un peu la géographie du département de Tiara, de Lugou, ça remonte un peu vers Boni. Boni, c'est pas loin d'ici de Toruri. Ce qu'il faut constater, c'est beaucoup plus les utilisateurs, les porteurs de cette insécurité font des embuscades. Ils sont sur une moto de manière innocente, où ils se mettent de côté et ils attendent un véhicule ou une charrette qui passe, qui revient. Le plus souvent, c'est le jour du marché. Et puis, bon, c'est une embuscade. On prend les marchandises et puis on disparaît avec. C'est moins grave, parce que les moyens utilisés ne permettent pas tellement de faire assez de dégâts. Mais nous voyons cette situation évoluer déjà. Du côté du Mali, à partir déjà des années 1995, je dis bien les années 1995, c'est vrai, je laisse l'évolution de différentes rébellions dans cet espace, puisque la première rébellion du côté malien date des années 1963, qui a été matée, peut-être avec efficacité, mais pas avec beaucoup d'intelligence, puisque le problème n'a pas été traité de manière tout à fait efficace. Et quelques années plus tard, parce que la deuxième rébellion malienne est née en même temps que la première rébellion du Niger, autour des années 1990. Et la plupart des fronts de mouvements armés, côté Mali comme côté Niger, sont des mouvements qui sont en connexion. Souvent même des gens qui se connaissent. On opère du côté du Mali, et lorsqu'il y a la menace côté malien, on se réfugie beaucoup plus facilement du côté du Niger, où on est bien accueilli, et vice-versa. C'est ce qui fait que nos administrations, nos forces de défense et de sécurité avaient beaucoup de mal à traiter véritablement, efficacement cette question. Et nous sommes conscients que le traitement n'était pas du tout efficace. Mais entre-temps, se développe un autre phénomène. Tout le monde se rappelle, parce que quand on parle de la milice de Tassara dans les années 1992, c'est vrai, on peut dire que c'est peut-être la première milice armée dans l'espace nigérien du temps contemporain. C'est-à-dire, quand je prends le temps contemporain qui nous intéresse ici, à partir des années de démocratisation de notre espace, à partir des années 1990. Sous les RDA, il y a eu d'autres mouvements qui ont été matés, qui ont été malheureusement, qui ont produit ce qu'ils ont produit comme conséquence. Mais après, c'était plus ou moins la paix. Mais dans le Niger contemporain, à partir des années 90, c'était la première milice armée. Mais les gens n'ont pas compté avec d'autres groupes qui sont malheureusement victimes de l'insécurité progressive. Et une progression d'ailleurs qui, de manière géométrique, a été très vite visible. Et surtout à partir des années 2000. Les milices Peul, ou la milice Peul d'une manière générale, parce que j'ai suivi l'évolution de ce groupe. Il faut se dire que quand vous êtes victime de quelque chose, vous plaignez là où vous devrez vous plaindre, on ne prend pas en charge le problème, vous le faites une fois, deux fois, voire plusieurs fois, sur plusieurs années. La finalité, c'est que vous allez vous dire, il ne faut pas s'attendre à une solution de cette équipe ou de ces équipes. C'est comme ça que les peuples ont commencé à s'organiser, parce que du côté du Mali, ils sont maltraités. Du côté du Niger, pour les peuples nigériens, quand ils viennent, ils ne sont pas du tout écoutés. On considère qu'en réalité, ils sont aussi comme ce sont aussi des bandits.
Alors, ce manque, cette insatisfaction liée aux problèmes posés a été source de groupes qui se sont constitués. Dans la Constitution, vous n'avez pas seulement les piles de Nord-Tilbury, vous avez aussi d'autres composantes qui sont venues d'ailleurs. Parce qu'en milieu pastoral, les piles du Burkina ils se retrouvent dans le nord du Mali, comme les piles du Niger, du Nord-Tilbury, ils finissent souvent se retrouver dans le nord du Bénin. Donc, quand il y a un problème qui est localisé dans un coin donné, il ne faut pas voir le traitement de la question au niveau juste local. Cette question, si elle est mal traitée, elle va affecter plusieurs localités, elle va affecter plusieurs pays. C'est comme ça que, à partir déjà des années 2002-2005, dans la composition du groupe qui rejoint ces milices, on vous dit qu'il y a même des piles du Nigeria, des piles du Cameroun qui viennent par solidarité, parce que les familles sont souvent aussi liées, qui viennent donner un coup de main à leurs frères, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de dégâts, des familles entières ont été décimées. Si ce n'est pas leur bétail, souvent par centaines, voire même par milliers, parce que j'ai vu ce que je prends souvent avec quand même un peu de réserve, mais il faut le souligner parce qu'il y a des acteurs qui l'ont déjà dit, qui disent par milliers le nombre de têtes qui ont été emportées. Et souvent, on les découvre, mais vous n'êtes pas rentré dans vos droits. Source de frustration. Source de frustration. Donc, quand j'ai pensé, le titre est pompeux, hein? Je me rappelle un de nos aînés, le professeur Haruna Sidikou, paix à son âme. Je crois qu'il faisait partie de ceux qui ont instruit l'article que j'ai publié, je l'ai vu. Il me dit, mais attention, Zengawa, tu es sur une piste de recherche qui est très intéressante. Il ne faut pas la lâcher. Ça, il me disait ça déjà un peu avant, dans les années 2000. Alors, moi, je faisais ça par hasard parce que j'ai voyagé, j'ai vu comment les gens souffrent. J'ai dit, il faut donc écrire quelque chose et peut-être ça va être une source d'inspiration pour d'autres chercheurs. Et la zone ciblée, je vous disais, le Liptako gourmand, pour moi, c'est une partie du Niger, une partie du Mali, une partie du Burkina Faso. Donc, c'est vague. Aujourd'hui, la région qui fait le plus de problèmes au Sahel, c'est cette zone du Liptako gourmand. Malheureusement. C'est cette zone du Liptako gourmand qui fait le plus de soucis à nos États, les États du Sahel, et tous ceux qui sont préoccupés par la paix, parce que ce qui se passe dans le Sahel se transporte très facilement aussi à travers d'autres régions et d'autres continents. Les armes qui circulent à travers ces conflits, les grands trafics qui circulent à travers ces conflits dépassent les frontières des États, dépassent les frontières des régions. Donc, la question de l'insécurité, malheureusement, monsieur le directeur, c'est devenu une question extrêmement importante où tout s'entremêle. Les grands business, où non seulement du côté militaire, mais aussi du côté des civils, te disent certains, là où on gagne les plus, c'est à travers la question de l'insécurité. Vous voyez comment on instrumentalise l'insécurité? Vous voyez comment c'est compliqué aujourd'hui de traiter cette question. Et pourtant, hier, il suffisait juste un peu de bonne volonté, un peu de moyens. On pourrait maîtriser cette situation. Aujourd'hui, c'est avec des milliards, les moyens de technologies les plus avancées, nous sommes mis en échec. Nous sommes mis en échec.
les véhicules qu'on détruise quand les terroristes interviennent. On vous dit ils ont détruit 2 véhicules, ils ont détruit 3 véhicules. Mais ce n'est pas des véhicules comme les miens. Là. Non, non. D'abord des véhicules qui ne sont pas sur n'importe quel marché. Donc, quand vous regardez la valeur, des armes détruites, qui nous détruisent, nos armées, c'est énorme. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Et malheureusement, le plus souvent, on agit généralement après coup. C'est-à-dire quand il y a des dégâts, c'est en ce temps-là qu'on s'agite un peu. Bon, je sais qu'à un moment, on disait, oui, la situation est sous contrôle. Maintenant, on n'utilise plus l'expression. Hein. Ouais. On n'utilise plus l'expression parce que le cumul d'échec en échec a permis finalement de ne plus utiliser les mêmes mots, de ne plus utiliser. Mais en réalité, on reste toujours dans la logique, malheureusement, des échecs au niveau de nos États. Merci beaucoup. Bon, c'est vraiment par rapport à cette crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Que faire? Que faire? Question importante. Question importante. Oui, environ un quart de siècle, on essaie de faire. Mais chaque jour, le problème se complexifie. Chaque jour, un peu plus de problèmes. Quand vous regardez dans cette zone de Liptako-Gourma, où vous allez, il y a de cela encore 3 ans, 5 ans, il est possible de trouver un vieux de 100 ans qui n'est jamais sorti de chez lui, mais qui, aujourd'hui, s'il n'a pas été tué, s'il n'a pas été enlevé, il est obligé de fuir parce que c'est tout le monde qui a fui. Il y a des villages entiers qui ont abandonné leur site. Il n'y a pas pire humiliation, pire tragédie que ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, on essaie de faire quelque chose. Mais ce qu'on fait, est-ce que pour le moment, cela rassure les populations dans la construction, dans la production de la paix? Il y a de cela un mois, les populations de Tillabéri, pour une première, se sont retrouvées pour dire trop c'est trop. Je ne rentre pas dans les détails des caractéristiques de cette insécurité, ou rien qu'à partir de l'Anzuru, de Zalmaganda, rien qu'à partir de la rive droite ou de la rive, de la rive Gourma du fleuve, des villages entiers se sont retrouvés soit à Yuru, ils ont traversé le fleuve de l'autre côté. Quand je parle de la rive Gourma, c'est ce qui fut l'ancien arrondissement de Terra, ancien arrondissement de Saï, c'est ça la rive Gourma de la région de Tillabéri. Nous allons juste regarder du côté de la zone dite de 3 frontières. Aujourd'hui, Terra est plein. La ville de Terra est saturée. Vous avez Djegourou, la commune de Djegourou. Pour l'essentiel, la population a fini par se retrouver à Terra. Vous continuez tout au long de la frontière, côté Petalkolei, dont vous entendez assez souvent. Malheureusement, c'est là qu'on a beaucoup plus parlé des tragédies. Non seulement du côté des forces de défense et de sécurité, mais aussi du côté des populations. Les gens se sont retrouvés jusqu'à
Limdou, pour ceux qui ont une idée de la géographie de la zone, Limdou, Amar Senghé, Dolbel, parce que Fankyo, à un moment donné, s'était retrouvé à Terra, pour ceux qui ne sont pas animés. Une partie, quand vous continuez à partir de la latérite qui va jusqu'à Yatakala, et toute la bande qui va jusqu'au fleuve, ceux qui ne sont pas à Yuru, ils sont à Bakilare. Donc, c'est le pire pour un peuple, pour des populations, d'abandonner ce qu'elles ont de plus cher. Parce qu'une des caractéristiques pour semer la terreur des terroristes, il faut égorger. Comme demain, semble-t-il, ce serait la fête, très tôt ou cette nuit, vous avez des pintades, vous les égorgez. On égorge des hommes comme on égorge des animaux. C'est pratiquement une première dans l'histoire de cette histoire. Et ce n'est pas n'importe qui est égorgé. C'est-à-dire, si on prend des marginaux, la vie humaine, elle est sacrée, quelles que soient les conditions ou la condition d'une personne, elle mérite la vie. Mais ici, on ne prend pas ceux qui sont au bas de l'échelle de la société. Ce sont les hommes de référence. Référence, c'est-à-dire les leaders de leur communauté. Ce sont les chefs traditionnels, ce sont les leaders religieux, ce sont les opérateurs économiques qui sont ciblés. C'est vrai, entre 2019 et 2022, beaucoup sont partis. Beaucoup ont été tués. Soit on les tue devant leurs enfants, devant tout le monde, soit ils sont enlevés et assassinés à quelques kilomètres un peu plus tard. Je connais plein de victimes. Alors, pour ces populations qui n'ont de référence que ces personnalités locales, vous avez un groupe, il y a les chefs. Si on vient tuer les chefs devant vous, ça veut dire qu'il n'y aura plus de chefs. Ça veut dire que ça va être la débandade. Et c'est exactement la débandade. Que faire, monsieur le directeur? Mais ce qui est ici, les populations n'ont plus confiance à l'autorité administrative. Les populations, malheureusement, et quand je parle d'autorité administrative, depuis les préfets, les gouverneurs, le gouvernement, parce que les gens considèrent qu'il y a eu beaucoup de discours, mais malheureusement, la tragédie se poursuit. Les forces de défense et de sécurité, malheureusement, qui ont compté beaucoup de morts en leur sein, je dis bien beaucoup de morts en leur sein, les gens n'y croyaient plus. Et surtout, quand vous prenez les bilans détaillés de leur côté, dans leurs rapports avec les populations, il y a des gens innocents. Au lieu de chercher les bandits, on tue les innocents. Au lieu de chercher les bandits, on prend des innocents, on les amène. C'est vrai. On peut dire peut-être qu'ils sont sous la psychose, ceux qui sont sur le terrain des opérations. Et tous ceux qui bougent, souvent on ne fait pas de différence. Ils faisaient les va-et-vient presque tous les jours, jusqu'à finalement je suis devenu presque très dérangeant parce que les centres antiterroristes, les visites sont interdites. Dès que quelqu'un rentre là-bas, normalement il n'y a pas de visite. Mais quand quelqu'un vient me voir pour me dire on a pris notre enfant, on a pris le père de famille, on n'a pas de ces nouvelles.
Ma réaction, c'est que souvent, je leur dis, ceux qui sont chanceux, on peut les trouver là, en prison, au centre antiterroriste, ils sont prévenus. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, s'il est très chanceux, on va découvrir qu'il n'y a rien. Ou tout simplement, même s'il n'y a rien, le juge chargé du dossier a le temps de regarder les dossiers pour découvrir qu'effectivement il n'y a rien et il les libère. Mais généralement, les juges n'ont pas le temps, ils sont submergés par le nombre de dossiers qu'ils ont. Donc quand le dossier arrive, les premiers réflexes, peut-être on regarde, on survole, si ce n'est pas très très grave, je dis en attendant qu'on regarde au fond, amenez-les à colo. Si c'est un dossier chargé déjà, en survolant, même s'il n'a pas tous les éléments, j'ai dit non, il faut l'amener à Koutoukale. Parce qu'à Koutoukale, il n'y a pas de visite là-bas. C'est la prison de haute sécurité de Koutoukale. On considère que ceux qui sont là-bas, ce sont les plus dangereux. Alors, s'installe une véritable crise de confiance du côté des populations, dans leurs relations, dans leurs rapports, avec ceux qui sont chargés d'assurer leur sécurité. D'où la complexité dans ces conditions. Comment produire la sécurité, comment rassurer les populations pour les aider à produire, à réaliser, à construire la paix dans cet espace. Donc, pour moi, un des premiers préalables, c'est vrai, quand on est en guerre, c'est difficile de chercher à restaurer la confiance. Mais il est important quand même, tout en essayant d'opérer autrement. Opérer autrement, ce n'est pas taper sur n'importe qui. Mais chercher les bandits, souvent, les gens connaissent là où ils se trouvent. Même ceux qui les cherchent, ils savent là où ils se trouvent, parce qu'aujourd'hui, ils ont des moyens assez sophistiqués qui peuvent leur permettre leur localisation. Mais souvent, on tape à côté, parce que là, il y a moins de danger. Il y a moins de danger. Mais tant qu'on ne tape pas là où il faut taper, et demander une franche collaboration, la franche collaboration commence d'abord par ceux qui sont dépositaires quand même d'une certaine autorité, qui sont dépositaires d'un certain pouvoir. Je vais parler du côté de l'administration à travers des forces de défense et de sécurité, vraiment sur le terrain, amener les populations à comprendre que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes venus pour participer à votre sécurisation, mais responsabiliser-les quand même qu'elles ont un rôle très important à jouer dans cette sécurisation. Tant qu'il n'y a pas la collaboration des populations elles-mêmes, il est impossible de produire la sécurité dans notre espace, vu son niveau élevé d'infiltration de tous les différents, en tout cas, démembrements, parce que du côté des populations, malheureusement, elles sont infiltrées. Du côté des FDS, on est infiltré aussi autrement. On a plusieurs fois découvert des complices des terroristes, parmi aussi nos FDS. De la même manière que du côté des populations aujourd'hui, il y a des complices. Et la lutte contre les complicités au niveau local commence par les populations elles-mêmes, parce que ce sont elles qui les connaissent. Mais il faut d'abord garantir la sécurité à ceux qui dénoncent. Si les gens savent qu'en dénonçant, ils vont être... on va découvrir que ce sont eux et on les égorge, ils ne vont jamais dénoncer. D'où il y a un travail important, en tout cas dans cette zone. Si on me demande quel est le plan, les meilleurs plans possibles, selon moi, il y a les sites stratégiques. C'est là, tout passe par ces niveaux. Et tant qu'on ne coupe pas, tant qu'on n'occupe pas ces sites-là, c'est-à-dire une base militaire, carrément. Parce que
en l'occupant, on donne aussi aux populations, cette fois-ci, le courage de se départir de la peur, parce que les gens ont peur. Ils y vont tous les jours, ils savent que nos FDF ne viennent pas là où ils se trouvent, là où ils ont leurs sites principaux, mais si on détruit ces sites en les occupant, mais je suis sûr qu'il y aura une évolution positive en matière de construction de la paix. Et là, je disais, pour résoudre un problème à un moment donné, il suffit juste des trucs, quelques miettes. Mais aujourd'hui, pour créer une base militaire, par exemple, à Fétili, pour ceux qui connaissent un peu la zone des trois frontières, vous avez, je considère que c'est Fétili qui est symbolisé par ce micro. Vous avez de ce côté la commune de Tessit c'est au Mali. Vous avez de ce côté communes de Tinakof et de Marcoy, qui sont du côté du Burkina Faso. Et de ce côté, vous avez les communes de Gorwal et de Bankilare, qui sont superposées en réalité. Mais lorsque vous occupez cette base, les bandits qui viennent du côté du Mali, vous les dérangez, ils ne peuvent plus passer. Et ce sont eux qui continuent jusqu'à dans la Sirba. Ce sont eux qui remontent jusqu'à dans, non seulement du côté du nord du Burkina Faso, leur progression va jusqu'à dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc ils traversent le Burkina Faso. Et ils traversent cette frontière pour se retrouver finalement du côté du Bénin. Comme vous entendez ces derniers temps, ça commence à bouger malheureusement de l'autre côté. Donc, les États de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, qui sont concernés vraiment par cet espace, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo. Oui, il y a les tours. On ne parle pas beaucoup du Togo, mais c'est en perspective, c'est visé. Dans leur projection, c'est vraiment mon hypothèse, il faut aller jusqu'à la côte. Comme ça, le Sahel, on a le Sahel jusqu'à la côte. Donc, les 6 pays-là doivent tous, normalement, mettre des moyens pour bloquer à partir de ces sites stratégiques. Parce que ceux qui viennent du côté du nord du Mali, ils passent par là. L'est du Mali, ils viennent par là. Les centres du Mali. Parce que les centres du Mali, en fait, à travers la Katiba, qui n'est plus une Katiba, en fait, c'est l'IGS. Hein? C'est ça qui alimente en recrutement, en ressources humaines, l'ensemble que je viens de citer. Qui au départ, c'est juste un petit groupe avec un nombre très limité d'adhérents dans les années 2015. 2015, hein? Ah ouais. Mais peut-être on reviendra là-dessus. En tout cas, je suis en train de réfléchir. Il m'arrive souvent de qualifier cela de vagabondage intellectuel, interroger les connexions entre terrorisme et esclavagisme dans l'espace sahélien. Et à partir de l'exemple du centre du Mali, je trouve assez pertinent de regarder de très près les connexions qu'il y a entre les pratiques discriminantes liées à l'esclavage et leurs sources de frustration, de manque de cohésion et la question du terrorisme. C'est vrai, les réflexions ne sont pas poussées sur ces points, mais c'est extrêmement important parce que quand on interroge l'identité des animateurs de ces violences, beaucoup sont de conditions serviles, d'origine servile. Beaucoup ont vécu des discriminations, des frustrations. Et qu'à travers le terrorisme, ils découvrent quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est cette valorisation qu'ils n'avaient pas hier.
Ça faisait partie du discours égalitariste d'Amadou Koufa dans les années 2015, quand il leur disait, mais écoutez, vous là, vous voyez, dans ces pays-là, s'il y a quelqu'un qui est méprisé, qui est banalisé, qui est marginalisé, qui est exclusif, même ceux-là avec lesquels vous cohabitez, ils considèrent que vous êtes de sous-hommes. Allez-y demander leurs filles. Ils vont vous dire que non, vous n'êtes pas des mêmes conditions. Alors, vous voyez? Donc, s'il y a quelqu'un qui doit se révolter, c'est vous. Si vous voulez vous assumer, venez. Moi, je vous donne les armes. Je vous donne l'argent. Et vous allez voir les gens là, ceux qui considèrent que vous êtes leurs esclaves, ils vont venir s'agenouiller devant vous. Parce qu'ils ont besoin de leur sécurité. Parce que le rapport de force n'est plus à leur faveur, mais le rapport de force, c'est en votre faveur. C'est vous qui détenez le monopole de la force. C'est comme ça, en quelques temps, cette Katiba qui n'avait que quelques adhérents a regroupé, a eu des milliers d'adhérents qui ont envahi pratiquement une bonne partie de l'espace sahélien. Et bien sûr, quand il dit l'argent et les armes, c'est parce qu'il compte sur notre partenaire. Qui lui, il n'a pas les hommes, mais il a la coopération. C'est le leader d'Ansardine. Yad Aghali. Il a la coopération avec les pays arabes. Ça veut dire qu'il finance cette insécurité dans le Sahel. Et pas seulement dans le Sahel, mais aussi dans le monde. Il y a aussi les Occidentaux qui financent cette insécurité, pas seulement dans le Sahel, mais aussi dans le monde. L'essentiel des industries d'armement, c'est dans ces pays. 99% d'industries d'armement se trouvent dans pratiquement 3-4 pays. Vous avez les États-Unis par là, la France, la Russie, l'Espagne en quantité minime, l'Italie, ça c'est des petits producteurs, mais ils produisent, vous voyez. La Chine qui est venue après. Donc, vous voyez, donc, les producteurs d'armes à feu, pour eux, c'est un très grand business. Un très grand business. Et vous savez, dans certains pays, précisément les pays occidentaux, ceux qui ont le monopole de l'argent, de l'économie, ce sont eux qui ont aussi le monopole du pouvoir politique. D'où il ne faut pas s'attendre à de la charité dans ce qui est en train de se développer dans notre espace. Je pense que l'engagement des populations reste une des conditions extrêmement importantes. Leur engagement dans la construction, dans la sauvegarde de la paix, reste un élément déterminant. Les armées, les gens, ils tournent après. Les bandits, ils savent, hein, d'ailleurs, les moyens qu'ils utilisent ne sont pas adaptés. Quand vous avez 50 véhicules qui se suivent, qui va attendre 50 véhicules pour qu'ils l'entourent? Non. 50 véhicules qui se suivent, c'est comme ça, quand ils sortent là souvent. Et ils sont 2, 3 sur une moto. Ou souvent à pied. Parce que pour la recherche de renseignements, ils préfèrent être à pied. Bref. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect qui concerne les pratiques esclavagistes au Niger. Et on voit que ce phénomène continue à s'imposer aux droits modernes. Pourquoi? Merci, monsieur le directeur. Vraiment, la question elle est très pertinente. Pourquoi après l'indépendance, après nos indépendances, et le développement, je dirais aussi l'engagement de la communauté internationale pour la protection de la dignité humaine,
certaines pratiques indignes, malsaines, continuent à persévérer. Pourquoi? C'est vrai, dans mon exploration du phénomène, en tout cas dans certaines de nos sociétés, il se trouve qu'il est toujours d'actualité. J'ai eu la chance de parcourir plusieurs régions du Niger dans le cadre d'une association qui menait ce qu'elle intitulait à l'époque des activités foraines d'éducation civique. On va dans un village, on s'installe avec à peu près les mêmes dispositifs. Pour la première fois dans certains villages, on découvre l'électricité avec les groupes électrogènes, de haut-parleurs. On passe la journée, on passe la nuit, les gens causent, on fait des présentations sur ce que c'est dans un État, dans le contexte de l'État de droit. Qu'est-ce qui doit être privilégié aujourd'hui? La démocratie, l'État de droit. Il faut que les gens sachent c'est quoi leur devoir, c'est quoi leur droit. Ça cause. Le plus souvent, vous avez un administrateur qui s'y connaît dans ces questions, mais aussi un magistrat. Et on amène les gens à parler. Mais quand les gens parlent, c'est très intéressant, souvent de découvrir ce que les gens n'évoquent pas en groupe. C'est là que les gens parlent de leurs conditions dans certains milieux, de ce qu'ils vivent, comment ils sont perçus chez eux, comment ils sont traités chez eux, pourquoi ils sont pauvres, pourquoi quand il y a des actions, des programmes et des projets de développement, c'est orienté seulement vers une catégorie bien déterminée. Pourquoi? Les gens te disent non, c'est la proximité du chef, c'est la proximité des notables. Ce qui sous-entend qu'il y a ceux qui ne sont pas notables ou qui ne sont pas nobles. C'est là qu'on a découvert, effectivement, même si l'esclavage sous sa forme active, la forme active, c'est quoi? L'esclave qui est chez son maître, et le maître fait de lui ce qu'il veut. C'est lui qui fait tous les travaux. C'est lui, il a pratiquement tout le droit, tous les devoirs sur lui. Il peut les tabasser, l'insulter publiquement, même pour les mariages, il ne peut pas décider de lui-même. C'est le maître qui décide à sa place, c'est le maître qui a le pouvoir sur ses enfants. L'esclave, ici, l'essence noble du terme de propriété, il est la propriété de son maître. Ça, c'est la forme active de l'esclavage, qui est encore présente dans certains milieux nigériens jusqu'à tout récemment. Parce que à partir des années 2000, la société civile active dans la lutte contre les discriminations sociales fondées généralement sur l'esclavage a fait connaître beaucoup certains de ces résultats à travers des dénonciations. Les gens ont commencé, en tout cas dans certains milieux, les gens ont commencé à diminuer les vis-à-vis. Parce qu'avant, vous venez dans un village ou dans un campement, surtout touareg ou arabe, mais les esclaves se distinguent. Parmi les facteurs, les indicateurs d'identification de l'esclavage, de l'esclave du moins, c'est très facile. C'est quelqu'un qui a marge de la société, mal habillé,
Quand les gens sont en train de manger, il est à l'écart, etc., ainsi de suite. Ça fait partie des indicateurs. À un moment donné, quand il vient, c'est très facile de l'identifier toi-même. Ou quand tu poses la question, c'est qui? Quelqu'un de la famille du maître te dit, c'est notre esclave. Il te dit que c'est notre esclave. Et dans certains milieux, surtout dans les zones enclavées, je t'ai dit, l'épisode qui a marqué le plus ces milieux à un moment donné très conservateurs, c'était l'arrestation de l'un des chefs les plus, en tout cas, les plus craints du milieu Touareg, le chef du groupement, du 3e groupement de Tintabaraden, Redouane, en 1999. C'était pendant la transition du feu Wanké. Mais ce n'était pas un petit exercice. C'était pas un petit exercice. Ah ouais. S'il faut rentrer dans ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est parce que les gens ont travaillé pendant pratiquement depuis 1990. 1990. Presque pendant 10 ans. C'était des dossiers sur dossier. C'était des chefs intouchables. D'ailleurs, la preuve, quand il s'est senti menacé, c'est pratiquement tous les chefs traditionnels du Niger qui ont essayé de défiler à la présidence. Mais comme les terrains étaient préparés, il y avait un ministre de la Justice qui a vraiment fait un travail au niveau de l'équipe gouvernementale. Il a expliqué, ce monsieur-là, c'est un grand délinquant. Wow. Quand on ouvre son dossier, il ne peut pas ne pas aller en prison. Et un juge très audacieux, c'est le terme qu'il faut utiliser. Les termes qu'il faut utiliser. Il est vivant actuellement. Il est au ministère de la Justice, ce juge, ce magistrat. S'il n'y avait pas la conjugaison de ces facteurs, ce n'était pas possible d'arrêter un chef traditionnel. Surtout dans un Niger où, en réalité, on est gouverné par le chef, entre griffes, il faut le dire. Allez-y, vous allez découvrir que ce n'est pas pour rien du tout. Il y a des questions qui sont tabous, qu'on ne peut pas toucher. Et la persistance de l'esclavage, d'une manière générale, relève de la force du droit coutumier. Les droits coutumiers qui défient souvent les droits modernes. J'ai fait un petit travail il y a de cela, je crois, 2 ou 3 ans. Pour répondre à la question, j'ai résumé ça par 3 éléments. Je disais, la persistance de l'esclavage dans l'espace nigérien est liée à 3 facteurs. Les leaders religieux, les leaders traditionnels et les leaders politiques constituent les 3 facteurs de la persistance de l'esclavage dans notre espace. Pourquoi j'ai dit, et souvent quand tu analyses, en fait, il s'agit d'une même famille. Tu vas dans une commune, les chefs, qui est l'imam? C'est souvent son cousin, son oncle, c'est un membre de sa famille. Et dans le contexte de démocratie aujourd'hui, si on regarde qui est le maire, c'est peut-être son fils ou son neveu. Si c'est une circonscription qui a un député, le député c'est qui? C'est aussi son neveu ou son fils ou sa nièce. Donc, il s'agit là d'une seule famille. Lorsqu'elle décide de préserver une cause, mais cette cause-là, elle est préservée. Elle est préservée. Ce regard est valable au niveau national. Au niveau national. D'où, quand vous regardez certaines pratiques, où les droits modernes se trouvent malheureusement inefficaces,
comme la question foncière aussi, par exemple, c'est parce que tout simplement, les changements, là où le changement doit venir, c'est que c'est impossible que ça vienne dans le contexte actuel. Et ces changements, les acteurs généralement porteurs de changement, ce sont les jeunes. Il faut avoir des jeunes capables de dénoncer et souvent de prendre le risque. Nous n'avons pas cette jeunesse, malheureusement. Je crois que les pratiques esclavagistes, pour les combattre efficacement, il faudrait agir. Les magistrats princes qui ne peuvent pas juger des fautifs parce qu'ils sont proches de leur milieu, il faudrait évidemment créer des conditions pour que ceux-là se détachent du faux pour défendre ce qui relève de la vérité. Donc ça, c'est vraiment des petits aspects. Actuellement, les gens savent qu'il y a une loi 2003 qui criminalise l'esclavage. Ils essaient de contourner. C'est comme la question des Wahaya. Peut-être qu'on va aborder. Oui. Donc, oui, c'est le phénomène de la Wahaya. Ce phénomène de Wahaya existait. Boubou Hama parlait de concubines. Et qu'en réalité, ça existait depuis très longtemps, quand on prend l'histoire des sociétés humaines. Mais chaque société a ses particularités. Dans ce que l'association Tomodré a intitulé les triangles de la ronde, où le phénomène a été identifié depuis, en tout cas j'ai trouvé dans les archives, depuis les années 1998, en fouillant la documentation, j'ai trouvé un courrier adressé au ministère de l'Intérieur, les mêmes courriers adressés au ministère de la Justice, pour dénoncer un phénomène. Et ce phénomène, c'est que un maître qui a des esclaves, parmi les esclaves, il y a des jeunes filles, les plus souvent de 12 à 16 ans. Il en fait ce qu'il veut. Ça, c'est la forme active de l'esclavage. Une forme en réalité rébarbative, inhumaine, où le maître, il a tout le pouvoir sur son esclave. Ce qui est tout à fait différent de la forme passive qui existe, qui est assez répandue aujourd'hui, même dans les communautés sahéliennes, pas seulement du côté du Niger, mais les communautés sahéliennes et sahariennes aussi. Il a été identifié que cette forme de traite, le chef, il prend une de ses jeunes esclaves, il donne ça à quelqu'un. Souvent, on utilise le terme « il vend ça à quelqu'un ». La personne, elle aussi, elle est envoyée par une autre personne, qui elle-même peut-être est envoyée par une autre personne. C'est une forme de réseau où la fille, elle finit par atterrir souvent hors des frontières nationales. Précisément, à l'époque, en tout cas, les sites identifiés d'approvisionnement qui sont concernés, c'est le nord du Nigeria. Et le nord du Nigeria, ce sont les cours. C'est là que, quand j'ai réalisé une étude sur le phénomène en 2010, c'est une étude que j'ai commencée en 2007, mais bon, entre-temps, j'ai fait le terrain, ça m'intéresse que j'ai continué encore à utiliser les mêmes enquêteurs, et je suis tombé sur une dame, elle-même qui a été Wahaya, mais qui est parvenue à fuir. Et elle s'était retrouvée dans une
on peut le dire terre à terre, hein, parce que c'est des données vérifiables. Hein, s'était retrouvée à Kony. Et elle découvre Tambodria et puis elle a commencé à donner des informations. C'est à travers cela qu'on a découvert la dame. Et on a mis en équipe de manière clandestine, parce qu'on n'a pas le mandat d'aller du côté du Nigeria, mais on a osé la faire accompagner par 2 personnes. Elle a été dans 2 cours et ne pouvait pas rentrer. Mais ils sont parvenus par son intermédiaire à rencontrer des gens. On te disait, là, il y a 20 Wahaya. Là, il y a 10 Wahaya. Le nombre est illimité. Parce que Wahaya, ici, est entendu au sens d'esclave. Lui, il a acheté une jeune fille. Elle sert, elle fait tous les travaux. Mais aussi, de temps en temps, excusez-moi de l'expression, pour ses appétits sexuels, elle est aussi utilisée comme de manière clandestine. Parce que le type, il a 4 femmes légales ou 3 femmes légales. Les Wahaya qui sont là, c'est de temps en temps, il se réfère à elle pour la satisfaction de sa libido entre griffes, en cachette. Mais quand il y a la grossesse, on découvre quand même. C'est comme ça qu'on a découvert ce phénomène. Et moi, personnellement, ça m'a intéressé un peu dans mes travaux de recherche. Donc, je dispose un peu plus d'informations. Et il y a eu quelques cas que Tambodria a traités devant les tribunaux. Donc, en tout cas, les cas les plus visibles, c'était les cas de Kadjetou Maro. Kadjetou Koro. Koro, oui. C'était en 2008, en octobre 2008, ici. C'est un dossier qui a traîné entre le tribunal de Kony, Niamey, et puis il a fallu seulement en 2008 pour que Tambodria, à travers ses avocats, saisisse la cour de la CEDEAO, et la cour de la CEDEAO a statué, elle a condamné l'État du Niger du fait qu'il a négligé ce dossier, il n'a pas protégé cette jeune femme, et l'État du Niger, il a été condamné et dédommagé la dame, il a payé 10 000 francs, enfin 10 millions. Voilà. 10 millions. Oui, 10 millions. Et le dernier cas, c'était l'année passée, en 2021. C'est une dame, c'est dans la zone de 3 frontières, elle aussi. Elle a été réduite à l'esclavage à l'âge de 7 ans. Et puis ce n'est qu'à l'âge de 40 ans qu'une partie de sa famille a pris possession. Ils l'ont cherché, ils ont pu la joindre du côté du Burkina, dans une famille esclavagiste du nord, Burkina Faso, parce que c'est le même espace, hein. Surtout dans les milieux Touareg, hein, ce sont à peu près les mêmes familles, hein. Celles qui pratiquent l'esclavage du nord du Burkina Faso, du nord du Mali, comme de l'ouest du Niger, le plus souvent, ce sont les mêmes familles, c'est des parents. Donc, et le dossier s'est retrouvé ici au tribunal de Niamey, ça a été négligé, ça a fini par atterrir à la cour de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné l'État du Niger à verser 60 millions à la dame, elle et ses enfants. Donc c'est pour dire que malheureusement, c'est des pratiques qui existent. En 2003, la première loi qui criminalise l'esclavage, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle est mal prise, elle est mal observée. Sa mise en œuvre n'est pas effective. Problème d'application. L'application, il y a un problème d'application. Merci beaucoup. Oui, merci. Peut-être je vais vous demander votre dernier mot rapidement pour on a dit beaucoup de choses, mais peut-être
La question la plus importante pour nous aujourd'hui, qui est liée à la vie, c'est la question de sécurité. Oui, c'est ça. Si c'est un mot dans ce sens, vraiment, il faudrait que les Nigériens se disent qu'ils sont menacés. Ce n'est pas seulement les Nigériens de la zone de l'Iptako-Gourma. On a déjà vu dans la zone du lac Tchad, précisément la région qui nous concerne de ce côté, la région de Difa, le sud-est du Niger, comment il a été menacé. Et le salut n'est pas total. La menace a diminué grâce à une implication des populations. On le sait, c'est grâce à une implication des populations. Et les populations, on me faisait l'éloge des recrutements spéciaux, de 2 recrutements spéciaux de 500 gardes nationaux, et il semble qu'ils sont très efficaces au niveau de la frontière. Mais ce n'est pas fini. Nous avons des frontières poreuses, longues. Notre frontière avec la Libye, ce qui se passe tous les jours, heureusement que beaucoup de Nigériens ne le savent pas. Sinon, les gens découvriront qu'on est menacé dans tous les sens. Et vous voyez, la frontière la plus calme, c'est du côté du Bénin, et jusqu'en 2015, du côté du Burkina Faso. Cette frontière, elle est plus calme. Lorsque j'ai dit nous sommes infectés ou affectés, ça veut dire que nos voisins aussi sont affectés. D'où, ensemble, mettons nos énergies, nos intelligences pour que cette question d'insécurité puisse avoir une issue heureuse. On ne peut pas compter seulement sur les forces de défense et de sécurité. Il faut que tout le monde s'implique dans l'information à donner, puis dans la réflexion, que tout le monde se dise, on est soldats. De toutes les façons, la mort, on côtoie la mort tous les jours, et surtout dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'elle nous retrouve sur notre lit? Non, que chacun apporte sa contribution. Sinon, nos enfants n'hériteront pas de notre espace, qui est un espace aujourd'hui plein d'enjeux. Il faut qu'on se dise, les salis commencent par nous-mêmes. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, cette question sécuritaire est une question qui concerne tout le monde. Donc, merci beaucoup et merci à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau entretien dans le grenier des savoirs. Merci.